Bonjour pharmacien Franck. Bonjour confrère. En tout cas, c'est un réel plaisir. C'est une opportunité que j'ai tellement cherchée et que finalement j'ai eue. Mais je pense que j'ai appris de la patience quand on veut avoir des bons témoignages. Pharmacien Franck Biaye, vous n'êtes plus à présenter. Dans le secteur pharmaceutique, vous êtes un des modèles, des exemples. Vous avez tellement donné, vous avez tellement été engagé dans différentes responsabilités. Nous avons bien voulu que vous puissiez partager votre expérience. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, pharmacien Franck? Je vous remercie beaucoup et pour moi c'est un plaisir. Ce que je peux vous dire aussi, c'est le fait que cette occasion, je l'ai cherchée. Lorsque nous nous sommes retrouvés, je vous ai dit, et vraiment je vais me battre pour que nous puissions avoir cette occasion de partager ce petit témoignage, ce modeste témoignage du parcours que nous avons fait de manière, disons, professionnellement pendant le temps que le Seigneur nous permet encore de vivre. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je suis Franck Biaye, pharmacien depuis 1987. Mais je peux dire que je suis en fait de la promotion 86 parce que j'ai repris la deuxième année graduale. Ok. Et après avoir terminé, bien sûr, j'ai eu l'occasion d'être recruté dans un projet que l'UNICEF devait mettre en place qui s'appelait à l'époque le dépôt régionaux. En fait, qui sont actuellement, je peux dire, étaient les ancêtres du système national d'approvisionnement en médicaments actuel. Donc, à l'époque, nous avons pu donner nos noms au siège de l'ordre. À l'époque, ce n'était pas l'ordre, c'était encore la FASA, où l'aîné pharmacien Mouyou Mouteba avait communiqué et informé les pharmaciens qui étaient là qu'on allait avoir besoin des pharmaciens qui devraient en fait être les managers des dépôts régionaux. Donc j'avais donné également mon nom et quelques mois plus tard, nous avons été invités à suivre une formation en gestion de médicaments, bien sûr avec des experts internationaux. Cette formation durera une année et après la fin de cette formation, nous avions attendu d'être affectés à nos postes, mais malheureusement le projet s'était arrêté. Entre-temps, bon, il fallait continuer à se battre. J'ai travaillé quand même dans un dépôt pharmaceutique que je ne cite pas pour le moment. Mais ensuite, j'ai été informé que la présidence de la République allait avoir besoin d'informations. Ok. Voilà. Et c'était précisément la présidence à la maison civile du chef de l'État qui disposait en fait d'une clinique, d'un centre médical, centre hospitalier. Et je m'y rendrai un peu en doutant parce que c'était la présidence. Tout le monde ne pouvait y aller. Oui, c'était un haut niveau quand même. Très haut niveau. J'ai préparé mon CV, je suis allé et j'ai déposé. Et je suis parti. Je crois 6 ou 7 mois après, j'ai recevé une invitation à la maison civile chef de l'État. Je m'y rendrai et quand j'arrive, le médecin directeur que je salue, s'il arrive un jour à voir cette vidéo, docteur Ndege, c'est lui qui me recevra, il me posera quelques questions et il m'informera que j'étais en fait retenu, engagé à la maison civile, principalement pour le fait que j'avais cette formation que j'avais eue, qui me donnait quand même des prérequis importants. Je travaillerai donc à la maison civile à partir de 89 jusqu'à 95. Wow. Voilà. Et donc vous comprendrez que j'ai quitté la présidence 2 ans avant l'entrée de l'AFDEL. Wow. Voilà. Ensuite, j'ai été retourné à la santé comme en instance d'affectation. Et entre-temps, je me suis lancé dans la recherche et le travail sur les plantes médicinales, où j'ai commencé à produire
un produit qu'on appelle écladant. Il n'est pas trop visible sur le marché actuellement, mais c'est un produit qu'on peut utiliser comme dentifrice, mais qui soigne également certaines maladies bucco-dentaires. Et j'ai travaillé dessus pendant quand même plusieurs années. Et heureusement, je n'avais pas encore beaucoup de charges à ce moment-là. Je venais de me marier avec un enfant. Et je peux vous dire que pendant 2 ou 3 ans, j'ai vécu grâce à Écladant. Grâce à Écladant. Je souligne que j'ai aussi enseigné, donné des cours à l'Institut supérieur de technique ICTM, qui est au niveau de l'avenue de l'université. J'ai aussi enseigné entre-temps. Et c'est en 2002-2001 que je peux dire que ma vie a pris une autre tournure. Trajectoire. Même. Voilà, une autre trajectoire. Par un appel téléphonique que je recevrai du cabinet du ministre de la Santé de l'époque en 2001, qui était le professeur Machako Mamba. Un de ses conseillers, en l'occurrence mon aîné Mbouyou, c'est lui qui m'appellera pour me demander de passer au cabinet. Je passerai au cabinet après un entretien de quelques 30 minutes. Il va m'emmener chez le ministre Machako, avec qui je vais m'entretenir aussi pendant une trentaine de minutes, pour m'entendre annoncer que j'étais retenu comme conseiller pharmaceutique. En charge de médecine traditionnelle et de plantes médicinales. Il faut dire que ça arrive rarement, ce genre de choses. Et j'exercerai cette fonction de 2001 à 2003. Donc jusqu'au moment où le gouvernement d'1+4 est entré. Mais le travail que j'ai fait pendant ces années a permis que nous puissions créer le programme national de médecine traditionnelle, de promotion de la médecine traditionnelle et des plantes médicinales. Et j'en fus le premier directeur depuis 2002. Waouh! Voilà. Et je suis resté, quand j'ai quitté le cabinet, je suis resté comme directeur jusqu'en 2005, où le ministre Bongeli, quand il est arrivé comme ministre, il m'a fait appeler. Encore une fois, pour m'informer que je devais prendre la direction de la pharmacie et du médicament. Je peux vous dire que j'ai d'abord refusé. Waouh! Quand il m'a dit cela, j'ai dit non, Excellence, vraiment je vous remercie beaucoup de cette sollicitude et le fait d'avoir pensé à nous. Mais moi je crois que je ne suis pas fait pour être à la direction de la pharmacie. Et je me rappelle même, il dira pourquoi. J'ai dit non, c'est très difficile d'être là. Il me demandera d'aller réfléchir pendant 2 semaines, enfin pendant quelques jours, et de lui revenir pour lui donner la réponse définitive. Et moi je suis parti, je ne suis pas revenu. C'est 2 semaines après qu'il enverra un de ses collaborateurs me chercher. Et quand je vais revenir, carrément il se fâche. Il s'est vraiment fâché contre moi en disant comment voulez-vous, les gens se battent pour des postes, vous on vous offre un poste et puis vous disparaissez. Vous ne le voulez pas. Et vous ne voulez pas. Je vous ordonne d'occuper ce poste-là. Waouh, c'était maintenant un ordre. Ok. Voilà comment je suis devenu directeur de la pharmacie du médicament en 2005. Exactement en février 2005. Et là, j'ai travaillé pour que la direction de la pharmacie, qui était une direction vue par tous les autres ministères comme étant une direction non technique, mais une direction d'argent, j'y ai passé pratiquement, je dirais, 8 mois. Pendant ce temps-là, j'avais voulu faire rentrer l'aspect technique à la direction de la pharmacie. Donc, on a pu travailler sur un ensemble de documents, notamment travailler sur ce document qui est le plan. Vous voyez, je ne sais pas si beaucoup de directeur pharmaceutique national. Voilà. Donc, nous avons travaillé sur ce document avec les Matamba, les pharmaciens Matamba, les Butala, les Manga, les Kindengue, les autres, pour avoir une politique, disons un plan directeur national. Ensuite, donc, je resterai à la DPM en 2005, que je quitterai pour être affecté comme directeur adjoint au PNAM
en fin 2005. Wow. Voilà, fin 2005, je deviens directeur adjoint du programme national d'approvisionnement en médicaments. Donc j'ai travaillé ici de 2005 jusqu'à 2010 pour justement construire ce que j'appelle la chaîne d'approvisionnement. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que le pharmacien, au niveau du ministère de la Santé, n'avait pas beaucoup de place. En fait, on ne le cherchait pas, on ne l'écoutait pas. Donc, j'ai passé le temps, en tout cas, en me fixant comme objectif, il faut qu'on cherche le pharmacien. Davantage. Davantage. Il faut que, lorsqu'on parle de médicaments, il faut que les gens, automatiquement, cherchent un pharmacien. Il ne faut pas que d'autres catégories, bien sûr, sont dans le secteur de la santé, prennent, lorsqu'il y a des questions liées aux médicaments, et il ne faut pas qu'ils se disent qu'ils peuvent aussi répondre à ces questions-là. Et je peux vous dire que pendant le temps où j'étais directeur adjoint ici, c'est le travail que j'ai fait. Je peux vous raconter une petite anecdote. J'étais un jour en train de passer dans une direction et j'apprendrai qu'il y a un rapport d'évaluation de la chaîne d'approvisionnement, on n'appelait pas à ce moment-là chaîne d'approvisionnement, un rapport sur les médicaments. Voilà. Et quand je me suis intéressé, je suis entré dans la salle, j'ai trouvé qu'il y avait une grande réunion dirigée par le secrétaire général, et j'ai vu un médecin qui était en train qui commençait à présenter ce rapport. Personnellement, j'étais quand même un peu frustré, en me disant, mais bon... comment on ne parle pas du pharmacien? Comment c'est pas le pharmacien qui devrait présenter cela? Donc, je me suis assis, je n'étais pas invité, mais je me suis assis, j'ai suivi la présentation jusqu'au bout, et j'ai été le premier à demander la parole. J'ai descendu ce rapport-là en règle. Ok. Parce que, bien sûr, c'est un médecin, mais il ne connaît pas tout. Donc, j'ai dû lui montrer les failles de son rapport, de sa méthodologie, et lui montrer qu'il y a énormément de choses qu'il n'a pas prises en compte parce qu'il ne les connaissait pas. Après mon intervention, la réunion s'est terminée parce que le CG a demandé que le travail soit refait. Et je crois une semaine après, l'organisation qui avait financé cette étude m'a recontacté et j'ai refait ce travail. Wow. J'ai refait ce travail. C'était d'ailleurs ma première consultance comme consultant. Wow. Ça, c'est intéressant. Voilà. À partir de là, les informations circulaient déjà au niveau du ministère. Attention, s'il y a des questions de médicaments, attention. Il faut aussi consulter le pharmacien. Il faut appeler les pharmaciens. Voilà comment, de fil en aiguille, au PNAM, on a mis les bases, on a développé des outils, on a formé des gens, et plus petit à petit, le terrain, le champ du pharmacien était en train, de mon point de vue, en train de s'agrandir. Donc j'ai fait au PNAM 5 ans comme directeur adjoint, et en 2010, le ministère décide de créer ce qu'on appelle la cellule d'appui et de gestion, autrement dit qui est l'unité de gestion de projet. Ok. Et pour pouvoir gérer justement tous les projets extérieurs qui viennent avec des financements extérieurs. Et j'ai été désigné parmi les équipes d'experts, le seul pharmacien d'ailleurs, pour monter cette unité. Et moi je m'occupais de tous les aspects médicaments, tous les aspects gaz. Finalement, cette cellule a été montée et elle est appelée actuellement la cellule d'appui et de gestion financière, mais je fais partie de ceux qui l'ont montée. Wow. J'ai été d'abord affecté comme chef de l'unité gaz provisoire. Ensuite, un appel d'offres avait été lancé. Nous avons postulé, nous avons été sélectionnés et j'avais été retenu justement comme le chef de l'unité gaz. Je me suis retrouvé avec comme assistant des confrères comme Roger Mboukou, mon aîné Roger Mboukou, pharmacien Jean Nanga, et la pauvre Emedi Nadine. Ok. Tous les trois nous avons été recrutés le même jour, je peux le dire, ou plutôt j'ai été recruté
avant, et ensuite il fallait trouver des assistants. Et étant donné que nous avions fait le processus de concours ensemble, j'ai trouvé qu'il fallait tout simplement logiquement prendre ceux avec qui j'avais concouru pour être ensemble. Donc voilà, et j'ai fait 5 ans à la CAG comme responsable de l'unité gestion de stock. Pendant cette période, j'ai participé dans l'élaboration des projets, notamment de subventions au Fonds mondial, donc écrire les projets, entrer dans les négociations avec le Fonds mondial et les autres partenaires, mais également mettre en œuvre le projet. Donc, sans avoir fait la gestion de projet, je me suis retrouvé en train de faire la gestion, d'écrire d'abord le projet et ensuite de faire la mise en œuvre de ce projet. De l'expérience vivante. Donc, qu'il faut qu'on exploite. Voilà, tout à fait. Alors, en 2015, le ministère décide que toutes les unités techniques qui étaient à la CAG rentrent dans les programmes. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai quitté la CAG pour revenir au CNAM ici. Bon, je l'avais quitté comme directeur adjoint, mais j'étais revenu comme pharmacien. Voilà. Et je suis resté ici de 2015 jusqu'en janvier 2017, où, encore une fois, j'ai été contacté, appelé, par le biais du directeur de cabinet du ministre de la Santé de l'époque, le ministre Oli Ilunga. Voilà, c'est lui qui me fera appeler. J'irai le voir. On fera dans son bureau pratiquement 2 heures où nous allons échanger. Il avait posé beaucoup de questions, je lui ai donné des réponses et nous nous sommes séparés très très bien. Et 2 semaines après, je recevrai un coup de fil de l'ancien secrétaire général de la santé, en l'occurrence Dr Yuma. C'est lui qui m'appellera pour m'informer que j'étais membre du cabinet du ministre comme conseiller pharmaceutique. Waouh, une deuxième fois. Une deuxième fois. Dans l'histoire. Voilà. Donc, je me présenterai au cabinet et je continuerai à travailler, bien sûr, dans le secteur pharmaceutique. Et pendant cette période, on travaillait déjà sur le plan stratégique du système national d'approvisionnement médical. Donc, même quand j'étais au cabinet, je continuais à travailler sur ce document. Et c'est pendant que j'étais au cabinet que j'ai eu l'opportunité de présenter au ministre, qui l'a beaucoup apprécié. Je peux vous dire que ça a été un document très bien fait, et conçu et écrit par des pharmaciens. J'avais été appuyé par le pharmacien Christian Chaulier, qui est français, et avec qui nous avons travaillé pour pouvoir produire ce document. Et quand le document était terminé, lorsque je l'ai présenté au ministre, le ministre m'appellera après dans son bureau pour me demander, mais vous venez de terminer un document vraiment qui est très bon, alors qu'est-ce que vous pensez pour la suite? Je lui ai dit non, bon, qu'est-ce que je peux penser, Excellence? Il m'a posé la question exactement comme ceci: est-ce que vous voulez aller à la DPM ou au CNAM? Waouh, un choix complexe. Voilà. Je lui ai répondu, étant donné que le document que vous venez de valider, d'approuver, a 80% de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, je préfère aller au CNAM. Vous voulez aller au CNAM. C'est ainsi que la semaine qui a suivi, en l'occurrence au mois de novembre 2017, eh bien, je fus donc affecté au CNAM comme directeur, poste que j'occupe jusqu'à présent. Maintenant, je peux quand même vous parler dans tous ces parcours. Qu'est-ce que moi je peux retenir comme étant les points saillants et pour lequel ce qui m'a toujours habité, c'est partout où le pharmacien se trouve, il doit être respecté et il doit avoir son champ d'utilité ou son champ d'action. Donc c'est ainsi que, comme j'ai dit tout à l'heure, j'écris, je participe, je contribue dans l'écriture de subventions, notamment Fonds mondial, depuis très longtemps. Donc c'est ainsi qu'en 2008, j'avais participé à l'écriture de la subvention Fonds mondial qu'on avait appelé le round 9. Voilà. Et
RSS, round 9 RSS. Et en 2010, j'ai participé à l'écriture du round intermédiaire. On l'appelait round intermédiaire, dans lequel j'avais mis, je ne sais pas si vous connaissez, les kits mini-lab. Ok. Les petits labos. Les petits labos, voilà, qui peuvent vous permettre d'identifier les molécules, faire les contrôles de qualité, en tout cas basiques. Eh bien, je fus de ceux qui l'ont introduit dans ce pays parce que je l'avais écrit dans la subvention du Fonds mondial pour que chaque province, à l'époque on en avait 11, que chaque province puisse avoir ce kit à lui, géré par le pharmacien inspecteur provincial. Et on en a eu 11 kits à ce moment-là. C'est lui qui m'avait parlé de ce kit, c'est le professeur Kalenda. Je ne connaissais pas l'existence de kit Minilab. C'est lui qui me parlera de ces kits Minilab, qui me donnerait également les contacts en Allemagne. Je ferai ces contacts. Et c'est comme ça que dans le projet du Fonds mondial, j'ai pu mettre les éléments qui ont convaincu le Fonds mondial qu'on pouvait utiliser cet outil au niveau de notre pays. La deuxième chose que je voulais aussi comme point saillant, c'est le fait que je peux dire que j'ai fait partie de ceux qui ont initié l'introduction de la pharmacovigilance dans notre pays. En effet, déjà en 2002, j'ai eu la chance d'aller participer à un cours, au cours de pharmacovigilance qui avait été organisé en Zambie en 2002. Et j'étais parti avec le professeur Sibou, qui fut à l'époque le directeur national du PNLP. Le pédiatre. Voilà. Que je salue, si jamais il voit cette vidéo, c'est lui qui m'amènera. Je pèse bien le mot, qui m'amènera. Au niveau, je vous passe les détails de comment il est arrivé à moi, mais il est venu me chercher pour me dire il faut qu'on parte ensemble dans cette formation, parce que c'est une formation qui regarde les formations de vétérinaires. Je ferai cette formation. En mon retour, j'irai voir la DPM. À l'époque, le directeur était le pharmacien Beke. Voilà, d'heureuse mémoire, qui est déjà décédé. Je le verrai. Il organisera d'ailleurs à ses frais une réunion de restitution que je ferai à tous les collègues de la DPM pour leur dire voilà, la pharmacovigilance doit être introduite. Je suis déjà membre. J'ai fait introduire notre pays comme en 2002 déjà, comme membre associé du programme international de pharmacovigilance. En 2002, en octobre 2002. Voilà. Ensuite, j'ai été le premier notificateur des effets indésirables de quelques médicaments dans la base de données de Uppsala Monitoring Center, qu'on appelait à l'époque le Vigibase. Actuellement, on l'appelle Vigiflow. Je ne sais pas si ça a changé encore de nom. Mais c'était... j'accédais à ce système. Ça, c'est vraiment de l'histoire. Voilà. J'accédais à ce système pour pouvoir notifier les effets indésirables de médicaments. Pour y arriver, j'ai dû confectionner des fiches de notification. J'ai dû, à mes propres frais, à l'époque, aller dans les hôpitaux, tenir des réunions avec des médecins et des pharmaciens, leur laisser ces fiches pour qu'ils notifient les effets indésirables et me ramènent pour que moi je mette dans la base de données. Donc, c'est, je crois, en octobre-novembre 2002 et ensuite 2003 que les premières données de pharmacovigilance des effets indésirables de médicaments sont entrées dans la base internationale, la première fois. C'est moi qui ai introduit. Mon nom doit être encore là. Je ne sais plus comment on y entre, mais je sais que si on cherche les personnes qui ont initié, j'ai fait partie jusqu'à ce que, vers les années, je crois, 2010, les choses ont évolué, jusqu'à ce que l'université, à travers le professeur Tona, sont entrés dans la danse et ils ont créé justement le Centre national de pharmacovigilance, qui est fonctionnel actuellement. Jusqu'aujourd'hui, il travaille beaucoup. Voilà. Et je vous informe, si vous ne l'avez pas, j'ai fait partie des membres de l'équipe technique.
du Centre national de pharmacovigilance. Bien que ces derniers temps, je ne parle pas, la distance est tellement longue. Quand on nous invite dans des réunions, parfois on n'a pas le temps d'y aller. Mais j'ai fait partie justement du comité technique de pharmacovigilance. Donc j'ai fait partie de ceux qui ont contribué pour que cette science, la pharmacovigilance, entre dans le pays. Parce que je peux dire que historiquement, c'est moi qui ai fait entrer la RDC dans le programme comme membre associé du programme national de pharmacovigilance. Toujours pour sécuriser la population. La population, voilà. Sécuriser leur vie. Effectivement. Ensuite, lorsque j'ai évoqué la pharmacovigilance, parce qu'après, vous comprendrez pourquoi je l'ai évoqué, je l'ai souligné. Il y a eu le round 8 du paludisme. Quand nous l'avons écrit, j'avais inséré aussi un peu d'argent dedans pour voir les activités de pharmacovigilance commencer. Voilà. Et je pense que le centre, le premier financement dont le centre avait bénéficié à travers le Fonds mondial paludisme, ce fonds, c'est moi qui l'avais mis. C'est moi qui l'avais mis dans la subvention. Ensuite, les années passent. Là, je suis entre 2010 et 2015, je suis à la CAGF. On a écrit aussi la subvention, comme je l'ai dit tout à l'heure, paludisme intermédiaire. Et dans ce projet-là, j'ai ajouté aussi de l'argent pour pouvoir financer quelques activités du Centre national de pharmacovigilance ainsi que les activités de la DPM comme autorité de réglementation pharmaceutique, ayant en charge également comme fonction réglementaire la pharmacovigilance. Voilà. Les collègues, beaucoup de collègues qui sont à la DPM peut-être ne le savent pas, mais il y a eu de l'argent qui leur était payé par la CAGF, je crois que c'était la CAGF, payé par la CAGF comme prime qu'on les payait. Eux, ainsi que le Centre national de pharmacovigilance, c'est lui qui a mis cet argent-là, c'est moi. Voilà. Donc, beaucoup peut-être ne le savent pas. Certains le savent, mais beaucoup ne le savent pas. Ceux qui le savent ne le disent pas. Voilà. Aujourd'hui, ils ont l'information. Voilà. Alors, ensuite, nous avons encore travaillé et comme je me retrouvais souvent dans les comités d'écriture de subventions, surtout Fonds mondial, je m'organisais toujours pour y mettre vraiment les activités qui donnent la possibilité aux pharmaciens de s'exprimer. Donc, j'ai mis beaucoup. Exemple à suivre. Voilà, j'ai mis beaucoup de formations que certains ont suivi. J'ai mis beaucoup d'activités de supervision pour les médicaments. Donc, on a pu vraiment faire en sorte que ces subventions qui étaient à l'époque uniquement concernaient les médecins, cette fois, les pharmaciens avaient leur part. Et cela, je peux dire que jusqu'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore comme fait saillant? Je suis arrivé au PNAM, bien sûr, et j'ai voulu que la chaîne d'approvisionnement change de visage. Ok. C'est ainsi que, comme directeur du PNAM, pendant les années que je suis là, nous avons pu lancer un premier grand chantier, qui était le chantier de pouvoir développer au niveau du pays ce que nous appelons le système d'information en gestion logistique. C'est le moteur de toute chaîne d'approvisionnement. Si vous gérez une chaîne d'approvisionnement et que vous n'avez pas les données, vous ne pouvez prendre aucune décision. Donc il fallait créer ce système qui n'existait pas. Et donc, nous avons pu construire ce système, notamment avec le financement de l'USAID, ensuite de l'UNFPA, du Fonds mondial, de la Banque mondiale, de l'OMS, de l'UNICEF. Donc, nous avons pu réunir tous ces grands bailleurs. Nous les avons convaincus de leur montrer que sans le système d'information, la chaîne d'approvisionnement ne pourra pas marcher. C'est ainsi que nous avons créé dans DHS2 un module, des modules médicaments et aussi créé une plateforme de visualisation de rapports qu'on appelle Infomed. Donc c'est une plateforme qu'on appelle www.infomed
rdc.org. Si vous allez dans ce site, vous ouvrirez une plateforme. Si vous demandez les accès, il suffit de remplir un formulaire et on va vous donner les accès. À partir de mon bureau, je peux voir la situation des niveaux de stock de médicaments traceurs que nous suivons dans tout le pays. Et cette plateforme utilise actuellement environ 3000 utilisateurs de tous les niveaux. Du niveau de zone de santé, du niveau de DPS, du niveau central, y compris bien sûr des partenaires. Tout ça par un pharmacien. Tout ça par un pharmacien. Bravo. Hein? Voilà. Ensuite, nous avons aussi entamé le processus de maîtrise de la quantification nationale des médicaments. Nous avons donc développé un manuel, un guide qui permet à tout le monde, à tous les niveaux du ministère de la Santé, d'estimer et de quantifier les besoins en médicaments. Et nous avons obtenu aussi des financements qui nous ont permis de pouvoir former environ 5000 personnes dans le pays et pour la première fois travailler avec toutes les provinces et obtenir un résultat que nous avons eu en 2021 qui est d'estimer pour la première fois les besoins en médicaments de notre pays, estimé à environ 714 millions de dollars chaque année. Donc aujourd'hui, lorsque les autorités prennent des décisions, oui, ou quand ils demandent bon, pour la chaîne d'approvisionnement, vous avez besoin de combien? Je n'ai pas de problème. Je réponds à cette question-là. Il faut 714 millions de dollars, dont 121 millions de dollars pour uniquement les médicaments essentiels. Médicaments essentiels hors VIH, hors paludisme, hors tuberculose, hors planification familiale. Voilà, et hors produits de laboratoire. Donc, nous avons fait cela et aujourd'hui, c'est une référence. Voilà, c'est une référence. Donc, je peux dire que ce sont là quelques faits saillants. J'ajoute que dans le système d'information, je ne sais pas si vous le savez, on a eu à faire la réforme du ministère de la Santé, qui a fait disparaître carrément, surtout au niveau de province, les pharmaciens inspecteurs provinciaux qui ont disparu. Eh bien, nous avons trouvé le moyen de les faire rentrer au niveau de DPS en faisant créer par la note circulaire du secrétaire général une unité qu'on appelle unité technique de gestion logistique au sein de la DPS. Et nous avons défini les profils que ces personnes doivent avoir pour être dans la DPS. Et ils sont au nombre de 4. Et parmi les 4, il y a 3 pharmaciens. Donc voilà comment nous travaillons en fait aussi pour les pharmaciens pour qu'ils arrivent à pouvoir se retrouver, contribuer dans le travail qui est d'atteindre les objectifs justement de la couverture santé universelle. Et donc, au moment où je vous parle, la plupart des provinces de DPS sont en cours de recrutement des pharmaciens qui avaient disparu. Ces pharmaciens sont rentrés dans les DPS et je viens d'obtenir un financement pour pouvoir les former afin qu'ils soient outillés, qu'ils aient des outils pour pouvoir voilà, faire leur travail. En tout cas, je pourrais terminer par un autre élément. Vous savez, quand nous terminons l'université, il y en a qui ont peut-être la chance d'aller faire la santé publique. Ils sont très peu nombreux, parce que quand vous regardez les promotions de santé publique, vous verrez que sur peut-être 20 ou 30, vous trouverez à peine 1 ou 2 pharmaciens. Donc, il y en a beaucoup qui n'ont pas les opportunités de faire de formation, même diplômante, au-delà de quand ils ont fini l'université. Eh bien, en 2019, j'ai pu obtenir, après avoir fait un gros plaidoyer, j'ai pu obtenir des bourses d'études financées par le Fonds mondial. J'en ai obtenu 23 financés par le Fonds mondial et 8 financés par Enabel pour les pharmaciens qui ont été formés par 2 institutions qu'on appelle Empower School of Health, qui travaillent en collaboration avec l'University State of Kent des États-Unis. Et les gens ont suivi des cours en ligne et la première cohorte a terminé, ils étaient à 9, j'en faisais partie,
pour le diplôme d'études supérieures. Et il y a une autre cohorte, d'ailleurs, qui vient de sortir, d'ailleurs, avec 2 lauréats. J'en suis fier, parce qu'un des lauréats est du PNAM, en l'occurrence... le pharmacien Mascotti. Mascotti. Oui. Il y a également Peter, le pharmacien Peter. Donc, sur les 3 lauréats, 2 viennent de la RDC. Donc, je suis fier de ce travail abattu. De ce travail, d'avoir obtenu ce bourse et d'avoir mis des gens. D'autres, certainement, sont en train de terminer leur cours. Donc, voilà. Et ce renforcement de capacité va permettre d'avoir une masse critique de pharmaciens qui parlent chaîne d'approvisionnement, que nous n'avons pas eu au niveau de l'université. Et voilà. Donc, voilà quelques points saillants. J'en ai oublié beaucoup d'autres aussi. J'ai fait la liste, peut-être que 24 heures ne suffira pas. Besoin de 24 heures pour pouvoir étaler tout ça. En tout cas, pharmacien Franck, je suis moi-même émerveillé. Moi-même, je suis content. Votre engagement, votre dévouement, votre rigueur, parce que je pense que pour atteindre ce genre de résultats, il faut de la rigueur personnelle. Mais pharmacien Franck, c'est vrai que nous allons finir notre allocution. Vous avez dit quelque chose autour de vous, de votre histoire, sur HPC, l'histoire du pharmacien congolais. Qu'est-ce que vous pouvez donner en quelques mots comme conseil aux pharmaciens? Ce que je peux donner comme conseil, premièrement, nous devons cesser de mettre les causes de nos problèmes sur les dos des autres. Nous devons cesser de nous déresponsabiliser. Notre domaine, c'est un domaine d'argent. Un domaine d'argent attire tout le monde. Il faut qu'on se mette ça en tête. Et comme ça attire tout le monde, nous ne devons pas rester les bras croisés en nous disant c'est notre domaine, personne n'y entre. Si nous avons les croix blasées et les bras croisés, les autres vont entrer. Ils sont déjà entrés, ils sont en train d'utiliser. C'est à nous de nous battre sans nous plaindre. Donc, je peux dire 2 choses. Cessons de nous plaindre. Battons-nous pour récupérer le domaine dans lequel beaucoup de mercenaires se trouvent aujourd'hui. Merci beaucoup et nous pensons que cet appel et ce conseil que vous venez de donner, surtout que vous êtes un aîné et que je pense, si vous avez le pharmacien Franck dans une réunion quelque part, vous avez toujours une contribution élevée. Merci beaucoup pharmacien Franck pour cette opportunité. Merci beaucoup. Merci Chers beaucoup. confrères. Merci.